Si vous êtes complotiste, c'est facile d'inventer des complots, de déterminer des coupables, mais c'est plus ou moins toujours les mêmes pour les mêmes raisons. Comment expliquer les théories du complot ? Leurs défenseurs y croient-ils vraiment ? Et quels sont les mythes de notre époque et par qui sont-ils construits ? Pour parler de tout cela, j'accueille aujourd'hui Sébastien Dieguez, neuroscientifique, enseignant et écrivain, auteur notamment de Total Bullshit au cœur de la post-vérité. Il est aussi chroniqueur dans différents médias, par exemple dans le très sérieux journal Vigous. Je suis Bertrand Kieffer, médecin et éthicien, et vous écoutez Parce qu'il faut bien vivre, un podcast d'entretien qui explore la jungle des défis contemporains. Bienvenue. Sébastien Dieguez, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux et en même temps honoré de vous avoir pour ce podcast. Et je vais commencer par une question assez générale et en même temps assez radicale. On a l'impression qu'il y a une forme de scission ou même de bascule de l'Occident à propos de la science, à propos de la croyance dans la science. Et qu'une partie des gens maintenant ne croient plus dans l'aventure scientifique, ne croient plus dans les résultats de la science, commencent à douter, à être sceptiques. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Est-ce que la science a toujours été objet de croyance ? Il y a sans doute effectivement quelque chose d'assez nouveau. En tout cas, aux alentours de 2016 est apparu ce terme de post-vérité qui incluait cette défiance à l'égard de la science, mais plus généralement de l'expertise, si on veut, quoi, ou ce qu'on appelle les autorités épistémiques, les dépositaires du savoir sont remis en question, mais évidemment, c'est pas vraiment neuf comme attitude. Il y a toujours eu une défiance à l'égard des scientifiques, des intellectuels, de la recherche. Mais il faut aussi voir que la science elle-même est un processus évolutif qui est devenu effroyablement complexe, qui comporte des milliers de domaines d'activité, des centaines de métiers différents. Donc la complexité même du phénomène est devenue... Enfin, on est loin quand même du savant victorien qui découvrait des trucs dans sa cave. Maintenant, la science est devenue une institution monumentale qui, même pour les scientifiques, est devenu totalement impossible à appréhender dans son ensemble. Donc, il y a aussi ce facteur-là, quoi, qui suscite peut-être une anxiété, puis qui explique aussi l'impression qu'il y a une plus grande défiance vis-à-vis du phénomène. Mais il y a un paradoxe, c'est que le prestige de la science ne semble pas vraiment remis en question. C'est-à-dire que on continue à se parer. Si vous voulez, la pseudoscience cherche à ressembler à la science tout de même. Elle cherche à présenter des graphiques, des données, à donner des conférences, même à avoir des journaux ou présenter des résultats. Où, des gens prétendent mener leurs propres recherches, ils font des observations, ils développent des arguments. Donc il y a quand même un prestige de la science qui existe encore, ça impressionne encore, rien qu'une blouse blanche, un microscope, ça sert quand même à impressionner les gens. Enfin, en tout cas, d'après les sondages et les études assez récentes, sont globalement, font confiance globalement à la science, d'après certaines recherches internationales. La question, c'est qu'est-ce qu'ils entendent exactement par science ? C'est ça la différence, enfin le vrai facteur. Si la science, c'est simplement des produits technologiques, des armes de guerre ou des médicaments qui guérissent, ou si c'est une activité intellectuelle qui consiste à lutter contre ses propres préjugés. Donc, c'est des conceptions très différentes de la science. Il y a une chose qui est quand même étonnante, c'est que les gens, même ceux qui remettent en question certains fondements de la science, prennent l'avion, mais se disent bien qu'un avion en carton ne va pas les amener de Genève à New York. Ils utilisent des smartphones pour beaucoup, et les smartphones fonctionnent avec des principes de mécanique quantique, et donc adoptent toutes sortes d'une quantité invraisemblable de connaissances scientifiques. Ils le font en connaissance de cause, ou bien comment est-ce qu'ils se situent à votre avis par rapport à ça ?
Ouais, c'est un paradoxe assez amusant, effectivement. Je dis souvent, quand on me pose la question sur les gens qui pensent que la Terre est plate ou qui, en tout cas, affirment que la Terre est plate, je dis, bon, peut-être que la Terre est plate, peut-être qu'elle est ronde, mais en attendant, ces gens, comme tout le monde, ils vont faire leurs courses en bagnole et ils arrivent à conduire leur voiture. Leurs commentaires, ils les postent sur un réseau effroyablement technologique et compliqué Ouais. à Qui base utilise de... l'intelligence artificielle. C'est Ouais. ça, à base de micropuces qui seraient bien incapables de construire eux-mêmes. Donc, ils ont des ordinateurs, ils habitent comme tout le monde dans un univers technologique et sophistiqué. Bon, on peut en rire, mais dans un sens, il n'y a pas tellement le choix. On est obligé d'utiliser tous ces trucs parce qu'on vit là-dedans. Ils y croient vraiment que la Terre, ils le croient vraiment que la Terre est plate? Est-ce qu'on peut vraiment, de nos jours, croire ça et justement vivre, voire prendre l'avion où on voit bien lorsqu'on prend l'avion qu'il y a une rotondité de la Terre. Comment est-ce qu'ils se débrouillent cognitivement par rapport à ça? Alors, bah ça c'est la question qui m'intéresse plus que, si vous voulez, la forme de la Terre en soi, mais un peu égale au fait. Pour l'essentiel, l'humanité a très bien vécu sans se préoccuper On a pratiquement toujours pensé que la Terre était ronde. Exactement, oui. Donc l'idée même que nos ancêtres pensaient que la Terre était plate est elle-même un mythe en fait. À l'origine destiné à discréditer d'ailleurs la religion en fait. Donc donc ça, cette histoire de Terre plate, effectivement, elle est intéressante pour moi d'un point de vue euh, philosophique, quoi, épistémologique. C'est quoi l'attitude mentale, cognitive qui est derrière ça. Et mon avis, c'est que il s'agit pas à proprement parler de croyance. C'est pas le même type de croyance, comme par exemple, je crois que la boulangerie sera encore ouverte à 17h30 ce soir, ou je crois qu'il reste une bière dans le frigo, ou ce genre de choses. C'est pas une croyance de ce type-là. On est plutôt dans l'affichage d'une posture qui sert à signaler une attitude particulière, en l'occurrence une forme d'originalité, de marginalité intellectuelle et de témérité un peu farouche comme ça. Vous dites tous que la Terre est ronde. Eh bien moi, j'ai pas peur d'affirmer que la Terre est plate. Donc dans ce cadre-là, si ça sert plus à une fonction de signalisation sociale, on est loin d'une préoccupation vraiment sincère pour la forme réelle de la planète Terre. C'est plutôt une espèce de ralliement autour d'une contre-culture, contre une certaine forme d'élite ou une façon d'exister, au fond, d'avoir une identité dans un monde qui est sinon dans lequel il est très difficile de se situer. Oui, c'est ça. C'est le message que j'essaye souvent de faire passer, en particulier pour des thématiques comme le populisme ou le complotisme ou certaines formes de radicalisation, où on est pas, à mon avis, dans le registre de la crédulité, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des gens qui sont tout simplement dans l'erreur. En fait, ils se méprennent sur la forme de la Terre, ils se méprennent sur le rôle des vaccins. Ils ont été mal informés sur le climat. Je pense que ça existe. Probablement, il y a des gens qui sont mal informés, ils ont cliqué sur un truc. Et on a des fausses croyances. Tout le monde, finalement, tombe dans le panneau à un moment ou à un autre pour quelque chose. Mais quand il s'agit de thématiques si fortement ancrées dans les discours publics, le climat, les vaccins, la géopolitique, tout un tas de choses dans ce genre. On est plus, à mon avis, effectivement dans l'affiliation partisane de certains points de vue. Pour le dire autrement, en fait, la plupart des gens se fichent complètement de la chloroquine. La chloroquine est une substance que même les chimistes jugent un peu banale, pas super intéressante. Et finalement, personne connaissait l'existence de ce truc avant la pandémie. Mais c'est devenu une sorte de gimmick, c'est devenu un objet, un dispositif discursif, en fait, qui sert à tout un tas d'autres trucs que de causer de la structure chimique de la chloroquine et son éventuel effet sur telle ou telle chose. C'est devenu un ralliement par rapport à tout ce qui a constitué cette pandémie de Covid.
comme à la fois comme angoisse collective, comme remise en question de toutes sortes de choses. Mais un autre endroit où se rallie une forme de complotisme, et c'est très étonnant, au fond, pourquoi là, et pourquoi autant de systèmes complotistes se rallient à ça, c'est le vaccinoscepticisme, ou plutôt l'attitude anti-vaccin. Oui. Pour des médecins comme moi, c'est quelque chose de très étonnant. Enfin, on se dit, mais comment cette affaire s'organise? C'est pratiquement ce qu'on a de plus safe, de plus sûr comme procédure qui sauve le plus facilement des gens, des jeunes en particulier, des enfants. Comment se fait-il qu'on remette ça en question? Et en plus, comment dire, un mécanisme aussi simple, c'est assez fascinant si on se met du côté de la science. Mais je sais bien qu'on peut pas juste se mettre du côté de la science. Eh bien, c'est une question assez difficile dans la mesure où on a souvent tendance à, voilà, sous le terme anti-vaccinisme, on met quand même des choses très différentes là-dedans. Il y a, voilà, les chercheurs parlent d'hésitation vaccinale, ce qui est pas la même chose que le rejet des vaccins. Certains anti-vaccins sont contre un vaccin en particulier, mais ils acceptent les autres. Donc c'est une thématique qu'il faut quand même prendre la peine d'aller regarder plus en détail qu'un rejet total. Surtout qu'il y a des facteurs là-dedans qui rentrent dans une version de ce qu'on pourrait appeler le populisme médical, où c'est une posture anti-intellectuelle, donc pas seulement anti-big pharma, si vous voulez, ce qui peut attirer la sympathie quand même de pas mal de monde, y compris moi-même. Personne n'a de la sympathie pour l'industrie pharmaceutique. Non, j'avoue. En général, vous voyez, donc c'est une cible relativement consensuelle. Quand on entend les discours actuels des grands patrons de la pharma, on sent que c'est pas le bien public qui les préoccupe avant tout. Ouais. Donc vous avez une grande partie quand même du discours anti-vaccin qui est orienté contre l'industrie pharmaceutique en général. Évidemment, c'est confondre plusieurs niveaux d'analyse, mais ça s'explique. Puis les médecins, aussi la médecine a parfois caché, menti sur certains aspects malgré tout négatifs des vaccins, enfin sur certains effets secondaires quand même, sur certains problèmes qui étaient liés. Et chaque fois qu'on ment entre guillemets, ça crée énormément derrière de refus assez qui s'organisent, qui voient du mensonge un peu là où il n'y en a même pas. Enfin, l'honnêteté, c'est quand même en tout cas une prévention de l'apparition des complotismes, ou bien. Alors oui, c'est pas absolu, mais. Alors il y a certainement une responsabilité encore une fois, des élites épistémiques qui souvent disent des choses qu'elles ne devraient pas dire, ou qui mentent, ou qui fraudent. Donc ça, ou qui veulent emporter l'adhésion à tout prix, et donc exagèrent les bénéfices, enfin des choses de ce genre. On l'a vu lors du Covid. Ça peut être sincère quand quelqu'un tient à défendre une idée comme ça, mais ça peut être parfaitement cynique si on est payé par tel ou tel lobby ou officine qui nous charge de dire des contre-vérités. Donc il y a vraiment beaucoup de degrés à ça. Encore une fois, la science et la médecine sont devenues de telles industries, des institutions si gigantesques et difficiles d'accès pour le commun des mortels, que c'est pas tellement étonnant que ça donne lieu à des pratiques plutôt douteuses. Probablement que une des choses qui marque le plus l'hominisation, c'est des procédés, des pratiques à la fois religieuses et médicales. Au fond, on se révolte contre la maladie, la mort, et c'est assez proche au début. Et ça n'est que dans une époque récente où la médecine est vraiment devenue c'est vraiment mise dans une approche scientifique, c'est vraiment séparé de la religion. Et j'ai l'impression qu'on voit maintenant un rapprochement, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau un gros investissement mythologique, quasiment religieux, dans la santé, dans ce qui peut nous la conserver, nous la donner, dans toutes sortes d'ailleurs de manières de prendre soin de soi. Il y a de plus en plus un souci de soi dans l'époque moderne, parce qu'il y a de plus en plus de choses à faire pour préserver sa santé, de substances à manger, de façon de concevoir sa vie, etc. Donc il y a un savoir là qui augmente, et donc la consommation aussi, mais en même temps, tout d'un coup, un surplus d'énergie presque religieuse dans l'ensemble de la santé, de la médecine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a certainement quelque chose de cet ordre-là, mais à mon avis, c'est aussi basé sur une
une méconception en fait de ce que c'est que la science ou la médecine. Et je pense que c'est associé à cette équivalence qu'on fait entre la science et la technique, où on conçoit la science en fait comme une, une activité hyper rationnelle où tout est contrôlé et où en fait on extrait des vérités sur le monde. Alors que bon, ce serait super si c'était comme ça, mais en réalité, il s'agit d'une activité humaine qui est pas si différente de l'enquête en général, l'enquête que pourrait mener un journaliste, l'enquête que pourrait mener un garagiste pour identifier l'origine d'un problème dans une voiture ou même d'un plombier pour découvrir où se situe la fuite. Donc, il y a des procédures rationnelles qui nous permettent de réfléchir, mais dans le fond, elles dépendent pas nécessairement. D'ailleurs, il n'y a pas de méthode scientifique, justement. Il y a pas une méthode unique scientifique. Donc, il y a une grande partie d'intuition. On pourrait concevoir la science très différemment de ce qu'elle est actuellement. Elle a été séparée en disciplines comme la physique, la chimie ou la médecine elle-même, mais on pourrait d'abord, tout ça est en train de se mouvoir, de faire des ponts, d'avoir des visions transversales, mais tout ça, ce sont des systèmes au fond culturels qui sont dans ce qu'on appelle la science. J'irais même plus loin, c'est tout à fait des systèmes culturels, donc intrinsèquement humains, et dans lesquels et contingents. Et contingents, oui, qui justement qui dépendent vraiment des envies du moment, des tendances du moment. Moi, ma discipline, c'est les neurosciences, c'est ça que j'ai étudié. Et je suis pas si vieux que ça, mais rien que dans ma carrière en neurosciences, j'ai vu passer des effets de mode. Quand j'ai commencé, tout le monde était sur le lobe frontal. Ensuite, tout le monde était sur les émotions, l'amygdale. Ensuite, tout le monde s'est intéressé aux régions plutôt postérieures dans le lobe pariétal, sur l'attention visuelle, etc. Il y a eu la mode des neurones miroirs. Et tous ces trucs, si on regarde dans les publications scientifiques, on voit clairement que c'est des effets de mode, parce que tout le monde publie sur quelque chose, ensuite ça fait pchit, et ensuite on passe à un autre sujet. C'est pas l'idée du progrès scientifique uniforme qui tend vers un horizon radieux où émergera la vérité. C'est des gens qui tâtonnent, qui cherchent sans doute l'argent là où il se trouve à tel ou tel moment, qui essayent de se démarquer par rapport à des enjeux de pouvoir et de rivalité. Et donc, on peut le déplorer, mais dans un autre sens, il y a une certaine beauté à ça. Les gens s'efforcent de trouver la vérité du mieux qu'ils peuvent. Voilà, mais c'est pas... Au fond, on peut quand même dire... cette vérité, on ne sait pas même comment la définir. Tout ce qu'on sait en science, ou tout ce qu'on peut dire, c'est cette proposition est plus vraie que celle-ci. Et encore. Et ça doit toujours être falsifiable. C'est-à-dire, on doit toujours pouvoir dire, mais il y a peut-être moyen de dire que même ça, c'est faux. Enfin, c'est quelque chose de très bricolé, la science. Hein. Si on y pense vraiment, ça devient presque un peu décourageant et un peu... voilà, il y a des raisons d'être pessimiste. Des fois, je pense que c'est la raison pour laquelle souvent les chercheurs sont d'indécrottables optimistes qui foncent, qui avancent, qui cherchent à tirer on parlait des avions, des smartphones. En médecine, on soigne tellement de pathologies qu'avant on ne soignait pas et qui étaient mortelles. Quand même, ça a un rapport au réel, ça, malgré tout. Quand même, au final, il y a quelque chose de tangible sur lequel on peut se replier. Mais une question, c'est est-ce que véritablement c'est l'issue d'un processus véritablement scientifique et rationnel, ou est-ce que finalement toutes ces découvertes et toutes ces inventions auraient pu émerger d'autres façons, d'autres manières, par d'autres pistes, vous voyez. J'aime bien embêter un peu mes collègues neurologues. Des fois, je leur dis, mais dans le fond, et si une maladie comme la maladie d'Alzheimer, si c'était incurable, en fait, si en fait, il y avait pas, on pouvait pas pour telle ou telle raison, mais si c'était pas le cas, est-ce que tout cet argent, finalement, on ferait pas mieux de l'investir dans des façons, en fait, d'aménager l'existence de ces malades? Enfin, voilà, quoi. On peut envisager peut-être des petits villages, des structures où ils vivraient bien, mais ça souligne quand même la différence entre guérir
prendre soin. Il y a quand même une sorte de fantasme presque messianique dans l'idée de littéralement faire marcher les paraplégiques. Alors qu'en réalité, ce serait super, sans doute, mais d'un autre côté, est-ce qu'en tant que société, on n'est pas là pour s'épauler les uns les autres et faire en sorte que la vie soit le moins dure pour chacun, plutôt que d'attendre ou d'espérer que finalement de rendre normaux les gens, quoi. Parce que c'est ça le but finalement, de rendre les gens normaux, alors que c'est un concept qui est ultra problématique dans le fond. Il n'y a pas tellement de raisons de vouloir à tout prix que les gens soient tous pareils. Ce qui est récupéré avec une force de mythe, c'est cette promesse d'une survie quasiment perpétuelle, éternelle. Et ça, il y a quand même ce désir, au moins chez les gens, hein, qui est toujours présent et qu'on peut utiliser. On pourrait dire c'est un vieux mythe de l'humanité. Honnêtement, je ne sais pas si c'est si répandu que ça, la soif d'immortalité. Ça, j'en suis pas du tout certain. Je serais curieux de savoir s'il y a des données là-dessus, mais ça semble concerner quand même des gens qui sont très imbus de leur propre importance, souvent, qui ont les moyens de s'adonner. Il me semble quand même que la plupart des gens sont concernés par euh, l'idée de passer une agréable journée avec les gens qu'on aime et de répéter ça le plus longtemps possible, mais pas de triompher sur notre propre finitude. Et alors, pour changer un petit peu de sujet, quand on voit les gourous de l'intelligence artificielle, les Patrick Thiel, les Curtis Yarvin, mais d'autres aussi, au fond, derrière la Silicon Valley, il y a cette espèce de vision d'un solutionnisme technologique, hein, où tous les problèmes de l'humanité, du monde, vont être résolus par les technologies, y compris le changement climatique pour ceux qui y croient, enfin de leur côté, mais aussi, et ça on l'a beaucoup vu, la mort, c'est-à-dire la mort de la mort qu'ils annoncent, le transhumanisme, la mortalité, ça fait partie de ces promesses de la Silicon Valley, mais qui emportent quand même du monde. C'est quand même un mythe qui survit assez fort malgré tout. C'est marrant de voir un mythe religieux qui est chez des gens parfaitement athées, matérialistes, qui est toujours là. Vous avez utilisé les termes gourou, mythe. Et je trouve qu'il y a... Moi, je les utilise dans un sens qui n'a rien de métaphorique ou ni même de péjoratif, en fait. Je pense que c'est littéralement des gourous. Alors, je ne sais pas de quelle ampleur est la secte qui les accompagnerait. Mais le mot transhumanisme, j'ai découvert il y a pas très longtemps, apparaît dans la Divine Comédie de Dante, donc en 1310 apparemment. C'est dans une traduction anglaise de Trasumanar. Il faudrait voir ça qui désignait l'extase divine. C'est un terme pour désigner, donc au-delà de l'humain, c'est une extase de caractère divin. Alors, je trouve ça plutôt amusant, avec cette idée de dépasser l'humain, comme si en fait, comme si on avait déjà fait le tour de l'humain, de l'humanité, comme si l'humain finalement était un peu barbant, c'était voilà, on connaît tout ça, ce qui est déjà un aveu d'échec assez monumental, quoi. Et vraiment mettre la charrue avant les bœufs, quoi, avant de viser des horizons cosmoplanétaires où survivrait l'élite de l'intelligence mondiale. Oui, parce que c'est toujours très élitiste, hein, ces histoires. Alors, c'est pas seulement élitiste, c'est eugéniste, en fait. C'est eugéniste aussi, on a des gens qui suggèrent littéralement que finalement une petite partie de l'humanité
seraient concernés en fait par cette immortalité, enfin que ce soit sous forme de cerveau humain ou d'algorithmes téléchargés, enfin peu importe. Non, je pense qu'on est dans, je sais pas comment qualifier ça vraiment. J'aimerais bien parler de délire ou de fantasme ou comme ça, mais c'est pas tellement ça. Il y a une sorte de sérieux là-dedans qui est assez grotesque et pathétique. Mais en même temps, oui, parce que ce grotesque, ce pathétique, il est très concret, parce que on apprend ces jours que les annonces d'investissement en argent se suivent avec des sommes invraisemblables de centaines de milliards de dollars, avec aussi, une empreinte sur nos milieux de vie en termes d'énergie, en termes de ressources, et qui montre qu'il y a là derrière quelque chose de très puissant comme mythe. Et puis aussi la question d'arriver à une forme d'intelligence artificielle générale sans que personne soit réellement capable de définir ce qu'on entend par là. Mais je veux dire, c'est plus qu'un mythe, puisque ça draine les grandes capacités financières du monde sur un domaine qui n'est que fait de promesses, et promesses on ne sait pas trop quoi, sinon un rêve dans lequel il y a une forme d'obsolescence de l'humain, malgré tout, et puis de l'élitisme. Je comprends pas comment les gens puissent imaginer qu'ils feront partie de cette élite. Vous voyez ça comment, toute cette affaire? C'est pas mon domaine, hein, mais ça a quand même toutes les allures d'une bulle financière, en fait. C'est-à-dire que tout le monde se précipite sur un truc parce que tout le monde s'y précipite. Ouais. Et finalement, on a peur de rater le coche, voilà. Donc il y a ce phénomène-là. Bon, on sait comment ça finit, généralement. Sauf que faut attendre un peu, puis généralement, ça fait pchit. C'est probablement ce qui va se produire à mon avis, mais encore une fois, je suis pas spécialiste de ça, donc on verra bien. Mais d'un autre côté, vous l'avez dit, on sait pas tellement pourquoi. En fait, c'est probablement le plus marrant dans cette affaire. Enfin, le plus triste aussi, mais moi je trouve ça plutôt amusant. De pas savoir exactement à quoi ça sert. Quel est le sens, en gros, hein? C'est quand même profondément humain de poser la question du sens, mais c'est comme si on ne s'y intéressait même plus. Mais ça, c'est assez unique aussi dans l'histoire qu'il y ait ces mouvements collectifs dans quelque chose d'aussi, j'ai envie de dire d'aussi nihiliste, mais c'est pas le bon mot, d'aussi dépourvu de vision, en tout cas, et même d'espoir, quoi. Parce que qui pourrait espérer qu'on arrive à une intelligence artificielle générale? Ce serait un peu la fin de l'humain. Mais ce qui est terrifiant là derrière, c'est en fait le manque d'imagination que ça représente. C'est ça qui me frappe le plus, parce que manifestement l'argent, il existe, il y en a même beaucoup trop. Incroyable. Pour ça, des sommes faramineuses. Lorsqu'il s'agit d'aider les humains à survivre ou d'adaptation au climat, il n'y a pas d'argent, mais là, c'est incroyable ce qu'il y a. Parce qu'il faut quand même réfléchir au truc, c'est mettre tout cet argent pour fabriquer quelque chose d'intelligent qui ensuite se chargerait. Mais est-ce qu'on pourrait pas commencer par faire le genre de truc qu'on aimerait que cette intelligence réalise? Après tout, on est intelligent. On peut on a déjà fait tout un tas de choses formidables de l'histoire de l'humanité. Et en fait, tout ce pognon pourrait être consacré à directement faire les choses dont on attend que la présumée intelligence se chargerait. Et on ne sait même pas quoi encore. Donc c'est ajouter des couches de vide sur du rien afin d'arriver à une sorte de néant encore inconnu. Et encore une fois, c'est un manque d'imagination. Je veux dire, tout le monde s'est posé un jour la question, qu'est-ce que je ferais si je gagnais à la loterie? Et encore, la loterie, c'est peanuts par rapport à ces argent. Qu'est-ce que je ferais si j'avais tout cet argent, etc. Mais on dirait que ces gens se posent pas tellement cette question, puisqu'ils ont tout cet argent, ils savent pas quoi faire. Il y a une foule de choses qu'on pourrait faire avec cet argent. Moi, j'ai quelques idées à proposer, très modestement. Je me demandais si on pouvait pas, d'une certaine manière, les considérer un peu comme les troubles psychiques chez les humains. Et à mesure que on a des systèmes d'intelligence artificielle complexes, ultra complexes, qui gèrent des tâches vraiment de haut niveau,
est-ce qu'il n'y a pas forcément des dysfonctionnements? Parce que si on laisse une certaine liberté pour que puisse apparaître une certaine créativité, entre guillemets, il y a aussi forcément des choses qui dérapent. Est-ce qu'on pourrait avoir à la fois une fiabilité totale et aussi quelque chose de haut niveau, au niveau d'une gestion des tâches? Ouais, c'est une question effectivement, il y a un paradoxe là-dedans, puis c'est une question très intéressante, justement par rapport à la clinique. Bon, le terme hallucination, c'est un terme de la psychiatrie, c'est un terme de la clinique. C'est enfin, ça se définit généralement comme une perception sans objet, c'est-à-dire voir quelque chose qui n'est pas là, ou voir quelque chose, mais pas de la vraie manière qu'il se présente à nous. Il me semble que ce qui se passe avec les modèles de langage actuels, c'est pas vraiment... c'est quand même, c'est accorder beaucoup déjà à ces algorithmes de leur dire qu'ils sont capables d'halluciner, parce que dans le fond ou de mentir ou de mentir, ouais, c'est ça, ou d'affirmer son savoir. Il y aurait un autre terme de la clinique neuropsychiatrique qui conviendrait peut-être un peu mieux, c'est celui de confabulation. Parce que la confabulation, genre, ça désigne, enfin historiquement à l'origine, c'est surtout ces patients amnésiques, donc qui ont perdu la mémoire, mais qui n'ont pas vraiment conscience d'avoir perdu la mémoire, et quand on les interroge sur qu'est-ce qu'ils ont fait tout à l'heure, ou même qu'est-ce qu'ils font là à l'hôpital, alors ils savent pas parce qu'ils n'ont pas enregistré le souvenir, mais ça les empêche pas de chercher une explication. Et cette explication, c'est la confabulation. Ils vont trouver une justification inventée de toutes pièces avec les éléments dont ils disposent. Et c'est ce que font beaucoup de ces IA, c'est qu'elles en fait, c'est des machines à répondre. On leur pose des questions. Elles accèdent à des requêtes. Et quand on pose une question à quelqu'un, on s'attend à recevoir une réponse. Et c'est ce que ça fait. Ça donne une réponse sur un ton assertif. Ça produit des assertions, quoi. Quelle heure part le train? Bam, sa réponse, ils disent quelque chose. Donc, c'est programmé pour affirmer quelque chose. Déjà, c'est marrant parce que je viens de lire une étude produite par OpenAI, donc ceux qui font le chat GPT, qui dit justement que les hallucinations sont probablement inévitable, en fait. C'est parce que c'est intrinsèque au système. Dans ce sens-là, c'est pas des bugs, c'est des propriétés même de ces algorithmes qui vont produire. De même qu'il ne peut pas y avoir d'humains. Et les humains non plus, ouais, voilà. Probablement, parce qu'on cherche des justifications. C'est notoire quand on nous met devant quelque chose qu'on a fait, on se cherche des excuses, on cherche une explication à ce qu'on a fait. Souvent, cette explication ne correspond pas exactement à la réalité. C'est à la société, à la culture de décider jusqu'où c'est admissible, jusqu'où c'est considéré comme immoral ou comme pathologique. C'est ça. Et les humains, entre eux, ça fait longtemps qu'ils ont appris à gérer ce genre de choses. Ils savent qu'on se méfie de certaines réponses trop assertives. On sait qu'un tel a quand même tendance des fois à exagérer. On sait que l'autre, ce soir-là, il avait un peu trop bu, donc c'est pas fiable, etc. Donc on a des indices. On pourrait faire un parallèle entre la vision de Musk, qui est plutôt son utopie d'aller vivre sur Mars, alors qu'on est sur une Terre extraordinaire qui nous convient tellement à nous, les humains, puisqu'on y est né avec sa petite couche de vie, de 10 km d'épaisseur ou de 20 km d'épaisseur. C'est même pas la Terre, c'est une nappe autour de la Terre, dirait Bruno Latour. Mais vous qui êtes spécialiste, si l'on est des croyances, des complotismes et tout, est-ce que toute cette aventure-là qui nous fascine n'est pas un effet justement de complotisme, de type complotisme? Est-ce que c'est pas parce que nous, les humains, on est d'abord des êtres de croyances, de rêves, de mythes, qu'on est capable de se fourvoyer comme ça? Oui, en tout cas, c'est comme ça que je vois ce que j'appelle le complotisme contemporain, ce phénomène complotiste qui finalement a plus grand-chose à voir avec des théories du complot à proprement parler. C'est quelque chose de beaucoup plus général. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, qui relève davantage d'une
d'un positionnement social plutôt que d'une forme de crédulité. Donc, c'est une vision du monde qui a plus à voir avec l'investissement d'une conception romanesque en fait de la vie, où vous avez des scénarios qui se déroulent avec des méchants, des gentils, des coupables, et une fin qui est, pour ainsi dire, programmée dans le travail de l'auteur. C'est pour ça que le complotisme contemporain, il est plutôt prophétique que théorique. On ne cherche pas à expliquer les événements, mais souvent, de plus en plus, on les anticipe. D'où les âneries du type le Nuremberg 2.0, je sais pas quoi. Vous allez tous être pendus. C'est cette idée de jugement dernier, en fait, où tous les coupables, les responsables, finalement, seront punis parce qu'il existe une forme de justice transcendante. Cette idée-là, elle dépasse de loin la simple théorie du complot. Elle postule des comploteurs, des conspirateurs, des méchants qui, dans l'ombre, machinent des choses inavouables et innommables. Mais ça s'arrête à peu près là, quoi, si vous voulez. Cette idée, on la retrouve dans l'histoire des civilisations, dans de nombreuses religions et mythes. Hein. C'est une espèce de continuité là, d'une espèce d'ancienne... disons que peut-être un besoin de justice ou... je sais pas. En tout cas, pendant la pandémie, on a quand même découvert des groupes de discussion complotistes où émergeaient assez régulièrement, sans que personne s'en offusque, des termes comme Satan, Lucifer. Donc, on est littéralement dans une forme eschatologique d'un combat du bien contre le mal. C'est raison pour laquelle ça ressemble à des récits romanesques, mais plutôt de type relativement basique, quoi. On est dans le western ou dans le film de super-héros hollywoodien, parce que c'est je dis pas ça uniquement pour être désagréable ou pour sur un ton péjoratif, mais parce que c'est des schémas narratifs qui deviennent des schémas de pensée, d'envisager le monde avec des composantes qui sont anthropologiquement universelles, comme le sentiment le rétablissement de la justice, la punition des traîtres, des choses comme ça. Donc, c'est des thématiques très anciennes dans les cultures humaines, qui sont simplement un peu recyclées dans des thématiques contemporaines. C'est pour ça que ce que j'ai le plus à reprocher, en fait, au complotisme en général, c'est vraiment son manque d'imagination, quoi. Parce que je veux dire, vous pouvez postuler littéralement tout ce que vous voulez. Si vous êtes complotiste, c'est facile d'inventer des complots, de déterminer des coupables. Mais c'est plus ou moins toujours les mêmes pour les mêmes raisons, aux mêmes endroits, pour les mêmes. Enfin, donc ça tourne un peu en rond ces affaires-là, et c'est devenu un peu gros comme ficelle, quoi. Parce qu'à chaque événement, il y a quelqu'un à dénoncer. C'est ça, c'est toujours un système d'exclusion d'une forme d'altérité d'autres personnes, d'autres groupes. Oui, il y a la désignation d'un bouc émissaire. Voilà, et plus généralement, il y a une stratégie qui relève essentiellement de la cour de récréation. Et je dis, j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est les autres. Ouais. Ils sont cachés, on les voit pas, ils sont dans l'ombre, mais c'est pas de ma faute, c'est de la leur. Et évidemment, quoi, c'est un procédé qui est puéril, qui est enfantin, mais qui semble quand même relativement répandu et qui a fait ses preuves d'efficacité. c'est pas ça. Moi. Et peut-être, change encore pour finir de sujet un peu seulement. Le titre du podcast, c'est Parce qu'il faut bien vivre. Et vous faites comment pour vivre face au monde tel qu'il est ? Je fais un peu comme je peux. Comment dire, j'ai une sorte de technique, mais c'est très vaudois en fait. C'est pas vraiment une technique. C'est quoi une technique vaudoise ? C'est une forme de. Alors j'ai découvert en fait il y a un terme psychologique pour ça. C'est le pessimisme défensif. C'est-à-dire que c'est une attitude un peu blasée, un peu distante. On s'attend à rien de bon. On se réjouit pas trop. Et puis, grâce à ça, finalement, on est déçu en bien. Ah bah, c'était pas si mal. Ah bah, dis donc, ça s'est bien passé. Comme ça. Et du coup, si on gère ça bien, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Ça dépend du tempérament. Mais moi, je fais un peu comme ça. Mais en même temps, alors, vous dites quoi aux jeunes par rapport au monde
qu'on leur laisse, qu'on leur a construit? Alors moi, ça peut surprendre comme ça, mais vraiment la capacité d'invention, d'imaginer, et même de déconner, de dire n'importe quoi, de s'amuser, comme ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même cultiver. Ça sert dans vraiment beaucoup, beaucoup de domaines. C'est souvent une perte de temps colossale, mais des fois, il en émerge des choses sympas. Et finalement, on n'a pas grand-chose de mieux à faire dans cette vallée de larmes que de s'amuser un peu comme ça, à jouir un peu de en fait, de la capacité qu'on a à aller au-delà du présent. Je voulais vous demander, parce qu'il faut bien vivre aussi, ce podcast, c'est le bien vivre, mais c'est ça pour vous, le bien vivre. C'est cette façon de, comment dire, de trouver sa joie dans des façons d'exister, des façons de changer les choses. Alors, pas seulement changer les choses, mais aussi changer soi-même. C'est-à-dire, j'aime bien l'idée que les choses ne soient pas figées et définitives, en particulier psychologiquement. Ouais. On peut changer. D'ailleurs, les gens changent beaucoup plus qu'ils ne l'imaginent. Ça change beaucoup. Et ça fait partie du bien vivre, de changer, de savoir changer. Alors non, parce que ça marche pas à tous les coups pour le meilleur. Mais c'est en tout cas une possibilité qu'on a. Pourtant, bien vivre, ça, je saurais pas dire quelle est la méthode pour ça, mais certainement que... Heureusement qu'il y en a pas. Mais une partie d'humour, une dose d'autodérision, une dose d'amour, et puis de la curiosité, comme on disait au début, pas seulement pour la science, mais aussi pour les arts, les jeux, la nature. Je pense que ça compte pour beaucoup. C'est un peu bête de dire ça, mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose d'autre à disposition sous la main. Et si on a le privilège de pouvoir faire ça, c'est bien. Puis, si possible, aider les autres à y accéder, quoi. C'est loin d'être bête. Merci. Loin. Merci, je crois. On va s'arrêter là, mais merci beaucoup, Sébastien Dieguez, pour cet entretien. Beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Parce qu'il faut bien vivre, avec mon invité du jour, Sébastien Dieguez, neuroscientifique et chercheur en sciences cognitives. Je suis Bertrand Kieffer, médecin, éthicien et ex-rédacteur en chef de la Revue médicale suisse qui propose ce podcast. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.